Interpares, numéro 26. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai fini de lire hier, donc au moins, il est vraiment frais dans mon esprit. Et ce livre, c'est le livre le plus connu du romancier sud-africain Ahmad Dangoor, Bitterfruit. Bitterfruit, traduit en français, la plupart des textes de Ahmad Dangoor sont traduits en français. Je n'avais jamais lu ce livre qui traîne, on va dire, non pas vraiment sur la pile de livres à lire parce que je ne l'ai matériellement que depuis quelques semaines, mais qui est un livre essentiel, un des livres fondamentaux, on va dire, cités dans toutes les bibliographies pour ce qui est de la période immédiatement post-apartheid, les premières années du gouvernement de Nelson Mandela. Et donc c'est un roman très important qui était donc dans mes projets de lecture, on va dire, depuis de nombreuses années. C'est un livre de 2000, je ne sais plus combien, 2000, enfin ça parle du tournant du siècle, 1999-2000, mais le livre doit être de 2003, voilà, 2001, pardon. 2001 pour la première édition sud-africaine et 2003 pour cette édition ici britannique. Peu importe. La raison pour laquelle j'ai enfin lu Bitterfruit d'Ahmad Dangoor, c'est parce qu'Ahmad Dangoor est mort il y a quelques semaines, et donc malheureusement, on va dire, c'est le genre d'événement qui fait qu'on se dit, ah ben non, là quand même, ça n'est plus possible, il faut que je lise ce livre. Et donc, voilà. Alors c'est un livre assez complexe. Dans l'écriture, ça rappelle un peu les grands romans, je veux dire les romans réussis de Nadine Gordimer, ceux des années 70-80, Burger's Daughter, July's People. Et il y a un peu comme ça cette espèce de volonté de traverser les problèmes politiques à travers des questions personnelles ou interpersonnelles qui essaient de regarder de manière extrêmement fine aussi les questions des relations et des représentations raciales au sein de la société sud-africaine, la question des métis du Cap, la question des immigrés, la question des descendances multiples, l'identité afrikaner, l'identité blanche distincte de l'identité afrikaner, et puis bien entendu la représentation des Noirs, la représentation des townships, la représentation aussi des fantasmes quant au danger représenté par les Noirs à Johannesburg, spécifiquement ici, puisque ça se passe à Johannesburg. Donc il y a tout ça qui est présent dans ce livre-là, au moment en fait où la commission Réconciliation et Vérité, Vérité et Réconciliation, la Truth and Reconciliation Committee de l'archevêque Desmond Tutu s'apprête à rendre son rapport. Il y a un des personnages, un homme d'une cinquantaine d'années, qui fête même spécifiquement ses 50 ans dans la dernière scène du roman, Silas Alley, qui est un des conseillers en fait du ministre de la Justice, au moment où justement la commission va rendre son rapport. Et donc on est au sein aussi dans ce livre-là de tous les conflits politiques qui proviennent évidemment de l'indépendance de la commission par rapport évidemment à l'ANC et au gouvernement de Mandela. Donc il y a tout cet aspect-là. Mais ce qui est vraiment au centre du roman, et ce dont j'aimerais parler, c'est la question du viol comme une arme politique, comme une arme raciste, comme une arme utilisée en quelque sorte par la police de la dictature d'apartheid dans les années 70-80, et les conséquences évidemment de ce viol après l'apartheid, et donc quand un des personnages, un jeune homme, 19 ans, découvre qu'il est le produit d'un viol, et tout démarre en fait avec la première scène, le premier chapitre, dans laquelle ce personnage dont je vous parlais tout à l'heure, Silas Alley, croise par hasard en allant faire des courses, un homme, Du Bois, qui a violé sa femme une vingtaine d'années plus tôt, ou un peu moins de 20 ans plus tôt, et il a la mauvaise idée, en quelque sorte, je le dis entre guillemets, de raconter ça à sa femme le soir. Ça déclenche évidemment une crise, une sorte de résurgence de traumatisme pour sa femme, d'où s'ensuit une série de révélations ou de complexités dans le fait que leur fils, Mikey, finit par découvrir, par penser, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait jamais vraiment si il s'agit d'une projection de la mère. Il y a certains passages jusqu'à la fin du roman, alors que ça fait maintenant de nombreux chapitres que le lecteur s'est persuadé qu'effectivement c'est un fait à l'intérieur du roman. Michael est le fils du violeur, de ce Du Bois ici. Et il y a quand même vers la fin du roman encore quelques éléments qui semblent démontrer que c'est peut-être malgré tout une projection traumatisante ou post-trauma de la mère. Donc il y a toujours cette incertitude sur l'identité du père. Mais évidemment la question du viol comme une question éminemment subjective, éminemment corporelle, liée qui du coup fait que le trauma est au centre du roman, irradie l'ensemble du roman, c'est aussi une question éminemment politique dans la façon dont elle est traitée. Il y a des échos avec d'autres
scènes de viol ou d'autres viols politiques, en l'occurrence dans la généalogie paternelle de Silas Alley. Donc ça, c'est un autre élément. C'est un roman qui est très complexe et qui, entre autres, représente l'acte sexuel. Alors, il y a évidemment toute la question du viol, qui colore d'une manière évidemment très particulière cette thématique-là, mais il y a la question du corps, il y a la question des relations sexuelles, il y a la question de l'inceste, il y a la question des pulsions incestueuses de la mère, mais pas seulement, donc il y a tout cet élément-là, la question aussi des rapports sexuels entre des jeunes de 20-25 ans et des personnes de la génération au-dessus d'eux, donc 50, 45, 50 ans, donc tout ça en fait contribue à faire du livre un livre extrêmement dérangeant par pas mal de côtés, mais dérangeant au bon sens du terme. Très bien écrit, très bien construit. C'est pas du tout étonnant que ça soit un classique, que ça soit presque immédiatement devenu un classique de la littérature sud-africaine post-apartheid. Alors j'ai rien lu d'autre d'Armand Dangoor, comme vous l'avez compris, j'ai attendu malheureusement qu'il meure pour enfin me plonger dans un de ses livres. Donc je vais vous lire quelques extraits, et puis je vais faire aussi un parallèle, mais je vais peut-être le faire maintenant, histoire de changer, avec un livre d'un auteur, j'allais dire que je ne présente plus ici, malheureusement que je suis encore obligé de présenter, Noureddin Farah, l'immense écrivain somalien de langue anglaise, qui continue à écrire, qui va bientôt fêter ses 75 ans, je crois, oui c'est ça, 1945-2020, le 24 novembre prochain, ou 21 novembre prochain, je ne sais plus bien si mes souvenirs sont bons, enfin c'est à la fin du mois en tout cas. Et donc Noureddin Farah, ça c'est un roman de 1998, c'est un roman qu'il a sorti au moment où je commençais à lui consacrer ma thèse, parce que oui j'ai fait ma thèse sur les 2 premières trilogies de Noureddin Farah, et ça c'est le dernier volet de la seconde trilogie, la trilogie Blood in the Sun. Secrets, traduit en français aux éditions du Serpent à la Plume, Secret, et ça a été la dernière traduction de Jacqueline Bardolph, qui a été une des traductrices de Noureddin Farah, qui était aussi une des spécialistes mondiales de l'auteur, et c'est avec elle que j'avais commencé à inscrire ma thèse, et elle est morte en fait pendant que je commençais ma thèse avec elle, donc j'ai dû changer de directeur de thèse. Bon, je ne vous raconte pas ma vie, mais enfin voilà, c'était pas... Ça a été assez difficile aussi à vivre, pour moi, évidemment, tout cet aspect-là. Bon, donc une remarquable traduction, je crois que ce livre est encore disponible en poche, sans doute en collection Motif, il faudrait revérifier, mais c'est une magnifique traduction et c'est un livre magnifique. Pourquoi est-ce que je vous en parle ? C'est parce que l'énigme qui tourne autour du personnage principal au moment où il devient adulte, alors il est un peu plus âgé que Michael dans Bitterfruit, parce que Michael il a 19 ans, Calaman il a la petite trentaine, c'est autour de l'origine du nom de Calaman. Et ça commence par l'origine du nom de Calaman. My name Calaman conjures up memories of a childhood infatuation with a girl 4.5 years older than I, memories on the heels of which arrive other recollections. Like an easy answer to a seemingly difficult riddle, my name evokes surprising responses in many people, especially when they hear it for the first time. Et donc tout part de l'énigme du nom, et tout ce qui va finalement permettre d'expliquer en partie l'énigme du nom, c'est le fait que Calaman, au sein d'une structure qui est là aussi une structure dictatoriale associée à des politiques claniques extrêmement complexes, est en fait le fruit d'un viol collectif. Et donc il n'est pas le fils de son père, pour le dire par une forme de contradiction, il n'est pas le fils de Yakut. Et du slogan qu'il va répéter toute son enfance, Mothers matter a lot, fathers matter not, les mères comptent, les pères ne comptent pas, il finit par transformer ça au fur et à mesure de sa prise de conscience de ce qui s'est passé, et quand il découvre qui il est, le fait que son père n'est pas son père biologique, il finit par transformer ça en Mothers matter a lot, Yakut matters too, et donc en passant de la désignation généalogique à la désignation par le nom, et que finalement on a le père que l'on choisit. Alors ça, c'est un livre qui est d'un certain point de vue beaucoup plus dérangeant également d'ailleurs dans les aspects sexuels, de la description sexuelle. Bon, il y a des choses assez étonnantes aussi en termes de rapport à la menstruation. Bon, je vous passe les détails, mais à les lire, vous verrez. Mais il y a autour du personnage masculin qui est le produit d'un viol ici peut-être projeté, un viol par un violeur qui était un membre de la police politique qui voulait absolument détruire en fait le couple, le jeune couple, et le père, en l'occurrence, entre guillemets, de l'enfant. Il y a ce parallèle évidemment avec la question de la manière dont on se construit et dont se construit un roman. C'est là où finalement la question de la Bildung, de la formation, est complètement court-circuitée par cette question du viol, parce que finalement ça n'est pas seulement la manière dont un personnage
avec tous ces éléments psychologiques, mimétiques, se construit à l'intérieur du roman. C'est la manière dont un roman se construit, ou en l'occurrence se déconstruit, dans la manière dont le Bildungsroman, ou le modèle du Bildungsroman, est complètement cassé, battu en brèche, fracturé par la coupure généalogique, en quelque sorte. Ce qui ramène finalement aussi à toute l'énigme du report permanent du récit dans Tristram Shandy, par exemple. Le fait qu'il y a la question de la généalogie problématique. Bien, j'en ai trop dit, pas assez, beaucoup en vrac, comme d'habitude, ce sont des improvisations. Je vais vous lire quelques extraits de Bitterfruit de Armad Dangor, et d'abord un extrait où il est question de la figue, et de la figue qui n'est pas ici. Il se trouve que j'ai échangé récemment avec une collègue à propos des c'est totalement un hasard, parce que c'était avant de lire ça, c'était il y a une semaine ou comme ça, à propos des insultes sexuelles liées à la figue, notamment à l'époque élisabéthaine, c'est très fréquent. Et là, en fait, la figue, c'est le sexe féminin, ou ça peut être le sexe féminin dans une représentation qui est vue de l'intérieur par Michael, par le fils. He stands on the stone table and selects a large fig, bites into the skin, then opens it with his fingers. He thinks of a woman's sex, ancient and internal, no young girl would have such gritty sweetness. Was this not perhaps the fruit that got Adam and Eve thrown out of Eden? Who would want to give up an unblemished state of immortality for the insipid apple? He goes inside, stands in the cool well of the house, contemplates the shadows cutting gloomy gashes across the polished wooden floors, remembers something else. People dancing the old-fashioned way, 1, 2, 3 together, rapid swirl, backwards, forwards. The man leads, one hand resting authoritatively on his partner's waist, the other holding hers aloft. Subtle signals from his fingers dictate the movement back, forward, side step, whirl. Et ce qui est intéressant, c'est que du passage de l'image de la figue comme de sexe féminin qui mériterait la chute, alors que la pomme est tellement fade et insipide que personne ne peut imaginer qu'Adam et Ève ont pu renoncer au paradis pour ça, il passe à une presque sans transition apparemment, à une sorte de souvenir de la danse, mais de la danse dans laquelle l'homme domine. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre se termine par une scène de danse dans laquelle la mère de Michael est séduite par un jeune Mozambicain, João, et qui a 25 ans de moins qu'elle. Alors il y a toute une espèce de fantasme assez compliqué sur la représentation du corps noir, et tout le côté racialiste est extrêmement explicité, en fait, justement pour montrer que c'est les représentations des non-noirs qui modifient le regard sur les noirs, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la danse, ici, la mère, en l'occurrence ici, donc, elle est d'ailleurs appelée Mrs. Alley, alors que tout le reste du roman c'est Lydia. Lydia, elle finit par être celle qui mène la danse. Elle finit par détourner, par renverser la vapeur, en dansant de manière extrêmement érotique avec ce jeune Mozambicain. Elle finit par être celle qui conduit, leads. They dance close to each other, not only because of the crowded room, but also because this is what their way of dancing demands. Being near enough to feel the music in your partner, to remain congruous with each other. She repeats the word in her mind, its ostentatious ring brings a smile to her face. João smiles back. He draws her even closer, then she deflects his attentions by taking her body into a different rhythm, barely noticeable to the observer. But he feels it, knows that she is undermining his sense of control. Désolé pour avoir fourché sur ostentatious, qui est quand même un adjectif un peu compliqué quand on se prépare pas, visiblement. Mais là, she is undermining his sense of control, qui donne ensuite toute la scène suivante. Je ne vais pas continuer à lire ce passage-là, parce que sinon je vais aller trop loin. Mais on a toute la définition du renversement, de la manière dont on renverse l'agency, le fait d'avoir la main, d'avoir le contrôle, d'être dans l'action. Et c'est intéressant parce que c'est un roman qui donne l'idée que c'est Silas et Michael qui finalement sont les agents, et ça se déplace progressivement vers la prise de contrôle de Lydia. Et cette prise de contrôle de l'histoire par Lydia, par la mère, qui fut donc la femme violée pour des raisons politiques, prise donc au sein d'un système dictatorial mais aussi hétéropatriarcal, elle est mise à l'écart, en quelque sorte mise à l'extérieur, à savoir qu'on se rend compte que le récit est pris en charge par Lydia, parce que finalement le récit est de plus en plus impossible. Et donc il y a cette espèce d'opacité du récit féminin, ou de la prise en charge du récit de la prise de contrôle de la femme, par le fait que le récit s'effiloche. Et ça, je trouve ça très bien, parce qu'il n'y a pas cette
volonté de maintenir le contrôle par le romancier qui lui est un homme. Ça, c'est assez habile aussi. Sur la question si, il y a un extrait que je voulais lire. Bon, il y avait d'autres extraits que je voulais lire. Il y a un extrait dans lequel Lydia rentre dans le bureau de son époux, dans le bureau de Silas. Et en fait, c'est une scène assez étonnante parce qu'elle m'a rappelé, j'arrête pas de lire en ce moment des livres dans lesquels des femmes vont dans le bureau de leur époux. Alors en général, ce sont des veuves. C'était le cas récemment dans Marie Scondé, dans l'histoire de la femme cannibale, Interpares numéro 20, je crois. C'est le cas dans Alger, journal intense de Mustapha Benfodil. Je crois que c'était la première des vidéos Interpares. J'avais aussi parlé d'Orance à propos de Alger rue des Bananiers. Voilà, donc j'arrête pas de lire des textes dans lesquels il y a cette scène de la femme qui rentre dans le bureau du mari. Donc comme si en fait la bibliothèque, le bureau, la machine à écrire, l'ordinateur, les livres, c'était un apanage de l'époux, un apanage masculin, un apanage patriarcal. Et c'est déconstruit de manière assez différente dans les trois textes. Bon, peu importe, ça c'était à la page 155. Et ce que je voulais vous lire, c'est un extrait de la page 129, et là je vais faire un écho avec quelqu'un dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, Ahmed Slama. Ahmed Slama, Orance, j'en ai parlé aussi dans la vidéo numéro 1 de Interpares, mais j'en ai parlé aussi dans une vidéo restante pour vous dire qu'il avait aussi parlé du concept de contre-orientalisme. Et ce concept de contre-orientalisme m'interroge beaucoup. Vous savez, l'orientalisme, c'est la fictionnalisation fétichiste, fantasmée, etc. Ça a été décrit par Edward Said de l'Orient, comme si l'Orient était quelque chose d'homogène, comme si l'Orient était quelque chose d'essentialisable et d'objectifiable. Et bien là, on a un très beau texte contre-orientaliste. Je vous le lis, c'est à la page 129, pour le retrouver peut-être plus facilement en fonction des éditions et dans la traduction française, si vous avez la traduction française sous la main, c'est dans le chapitre 10. Another dawn. It comes red with blood, another savage day being born. No African could ever describe daybreak with delicate Homeric beauty, Mikey decides. Pink-fingered, a glowing nymph, dispersing night's shadows before her. Not even Leopold Senghor at his most sentimental. African poetry, hammered out on the anvil of brutal savannas. Now there's theme for a dissertation, drive Miss Anderson out of her mind. Donc en fait, le contre-orientalisme, alors là c'est dans le point de vue toujours de l'adolescent, de ce jeune homme, Michael, qui a 19 ans et qui se cherche et qui cherche les autres aussi, on le voit, ça a comme objectif presque direct de rendre dingue la prof blanche, la prof de littérature blanche. Drive Miss Anderson out of her mind. He is calmed, detached now from the full import of his mother's words. Mikey is the child of rape. During the night when he had first read this sentence, he had been overcome with horror. It stood on its own, a realization that must have come to her in all its finality years later, after her son was born. The starkness of her statement tried to conceal a hysteria that was absent from the rest of her writing. He had stopped reading for a while, finding off the desire to weep. Suddenly every tender touch, hug, or kiss on the forehead she had offered him no longer seemed like a spontaneous, simple, motherly gesture. He remembered the anguished look in her eyes when she held him, and how she often embraced him so fiercely that he feared she wanted to tell him about some great wrong she had done. Lydia had loved him out of pain and guilt. Yes, she too suffered the inverted morality of other rape victims, accepting the blame for what had happened. Et donc je ne continue pas, mais c'est aussi pour dire que ce mouvement de contre-orientalisme, de volonté de déconstruire et même de détruire, d'aller contre et de faire dérailler, drive Miss Anderson out of her mind, de faire dérailler les fonctionnements littéraires orientalisants, ça va de pair évidemment avec la découverte du fait qu'il est un enfant du viol, qu'il est le produit d'un viol, et que sa mère lui a caché ça tout le temps. Et donc, d'une manière très complexe, ça va aussi contre la fiction, contre le mensonge de la mère, le mensonge des parents, mais qui est ici présenté surtout comme un mensonge de la mère, avec toute cette subtilité justement sur le fait, other rape, the inverted morality of other rape victims, accepting the blame for what had happened. Donc là, il y a toute cette structure qui évidemment sous-tend aussi le roman. Bon, c'est assez compliqué, j'en ai mal parlé, mais j'en parle généralement mal, donc c'est pas grave, c'est l'habitude. C'était Interpares, je vous rappelle rapidement qu'on a parlé de ça, Better Fruit de Ahmad Dangor, et puis un petit peu The Secret de Noureddin Farah. Les deux existent en français, là vous avez le français, Secret, Serpent à plumes, traduit par Jacqueline Bardolph, et puis la traduction française de Ahmad Dangor, elle existe, je ne la connais pas, donc je ne peux pas en parler. Allez, c'était la 26e, à la prochaine.